Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer le point de presse. Je suis le général Laurent Colosiège, directeur des sections méditerranéennes des hautes études stratégiques au sein de la FMES. Et au nom de cette dernière, je voudrais remercier très chaleureusement l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine nationale, et le général de l'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, pour nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et ce soir, et de partager avec vous ce point de presse. Il sera articulé en deux parties. Une première partie, pendant laquelle, pendant environ 5 minutes, chaque chef d'état-major s'exprimera, et ensuite une seconde partie d'une dizaine de minutes de questions-réponses. Comme nous sommes à Toulon, grand port de la Marine nationale sur la Méditerranée, je pense qu'il est légitime de laisser l'amiral Vaujour s'exprimer en premier. Amiral, je vous cède respectueusement la parole. 1, 2, ça marche, très bien. Merci infiniment d'abord d'organiser ces RSMed ici à Toulon. Alors forcément, parce que comme vous venez de le dire, en tant que chef d'état-major de la Marine, Toulon est un de nos grands ports où on a probablement le plus gros tonnage de la Marine ici rassemblé. J'étais cet après-midi sur la frégate Provence pour aller voir un peu mes équipages en mer s'entraîner. Et ce matin, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui est également une unité de la Marine. Donc on est véritablement ici au cœur des opérations de la Marine. Et il me semble qu'aujourd'hui, et tout particulièrement, ce n'est pas forcément voulu, puisque cette organisation, ces réflexions stratégiques Méditerranée ont été organisées depuis longtemps, mais l'actualité brûlante dans cette région montre à quel point il est important d'être capable de s'arrêter 5 minutes, de prendre un peu de recul, de réfléchir et de partager. Véritablement, pour moi, l'important, c'est de partager entre différentes armées, partager avec des chercheurs scientifiques, partager avec des alliés. L'objectif, c'est de se comprendre, c'est de comprendre la position de l'autre, c'est d'analyser profondément l'ensemble des équations qui sont forcément vues de ma fenêtre, une équation d'un militaire marine avec une perspective de fournir des moyens. Mais évidemment, quand on est de l'autre côté de la Méditerranée, quand on est en Méditerranée orientale, on peut avoir une perspective assez différente. Cette compréhension, elle est indispensable si on veut pouvoir travailler ensemble, et notamment si on veut pouvoir travailler ensemble avec des alliés, parce que le travail avec des alliés, ça repose d'abord sur ce qu'on appelle l'interopérabilité, mais l'interopérabilité, c'est 3 choses. C'est être capable de se parler, c'est la connectivité, c'est être capable de travailler ensemble, c'est des procédures, et le troisième volet, qui est le plus important, c'est la confiance. Et l'élaboration de cette confiance, elle passe par le dialogue, par le partage et par la compréhension de l'autre, par la compréhension de la position de l'autre. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais il faut comprendre l'autre pour pouvoir se faire confiance et avancer ensemble. Donc voilà, la Méditerranée aujourd'hui, évidemment, c'est énormément d'enjeux. De l'Est méditerranéen jusqu'à l'Ouest méditerranéen, c'est des flux maritimes essentiels pour l'Europe. 65% de l'énergie qui passe pour l'Europe en Méditerranée, 25% du commerce mondial. Et c'est évidemment pour moi un objet d'attention particulier. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je répondrai à vos questions derrière, mais pour moi, l'important dans ces réunions RSMed, c'est d'établir le lien, la compréhension, le dialogue et la confiance avec l'ensemble des partenaires avec qui on travaille. Merci. Bien, bonsoir. Je pourrais dire exactement la même chose que le chef d'état-major de la Marine, puisque en fait, voilà, bien que je sois chef d'état-major de l'armée de terre, c'est-à-dire d'une autre composante que celle qui est présente à Toulon, telle que ça a été décrit dans ce grand port, les questions sont exactement les mêmes. En fait, ces questions qui se posent sont celles des armées françaises et au-delà des armées alliées. Moi, je voudrais simplement insister sur le fait que je suis absolument persuadé qu'il y a un moment qui est un moment de basculement d'air stratégique. Ce moment de ce basculement, on pourrait développer très profondément, lié à la fois l'évolution technologique et leur impact sur les sociétés. C'est lié à tout
toute cette recomposition géopolitique et stratégique qui a lieu compte tenu de ces guerres et notamment de l'agression russe en Ukraine en 2022, mais aujourd'hui des conflits qui sont ceux des derniers mois avec ce conflit au Haut-Karabakh, le conflit tel qu'il vient de reprendre au Proche-Orient. Et donc, compte tenu de ce moment, il y a un enjeu majeur à pouvoir s'arrêter, réfléchir, regarder et se demander ce qui est notre rôle et notre responsabilité, et à nous qui sommes en responsabilité, compte tenu du fait que nous sommes à la tête des armées, marines, armées de terre, pour s'adapter et pour prendre les bonnes décisions, pour à la fois continuer à être prêt à agir tous les jours, et ce soir si c'est nécessaire, quoi qu'il arrive, mais à se préparer aux événements futurs. Et c'est pour ça que moi j'ai été très heureux d'être invité et de pouvoir venir ici aux rencontres stratégiques de la Méditerranée, parce que justement c'est primordial de prendre un moment pour s'arrêter, pour regarder cette évolution. Quand j'ai été invité, m'a été posé la question de savoir qui je pouvais essayer d'inviter parmi mes partenaires ou homologues. Et j'ai choisi d'inviter, et ils ont répondu présent, mes homologues de la rive sud, des pays méditerranéens de l'Union européenne, c'est-à-dire mon homologue grec, italien, espagnol, portugais et roumain. Et je pense que c'était important qu'au-delà de la réflexion commune qu'on a pu avoir, on ait pu avoir cette présentation d'une forme de communalité et de communauté de vue. Pourquoi avons-nous une communauté de vue? Parce que finalement, nous avons en commun d'être au sud de cette Union européenne et de l'OTAN, et donc certes d'être concernés, et au premier chef, comme les autres, de nos alliés par ce qui se passe à l'est de l'Europe et cette question de la menace à l'est de l'Europe et du besoin qu'a l'OTAN, et c'est la démarche que l'OTAN est en train de faire, de réorganiser ses forces en vue de faire face à cette menace à l'est, mais que comme nous sommes des pays du sud de l'Europe, nous avons cette responsabilité commune et particulière d'être aussi tourné vers l'espace méditerranéen. Être tourné vers l'espace méditerranéen et ses défis, c'est à la fois voir cette mer comme une frontière, c'est le bord sud de notre continent, de l'Union européenne, de l'OTAN, mais c'est aussi un espace d'échange et c'est une question de pont vers les pays du sud. Et donc, nous avons comme armée de terre, donc armée de ces territoires qui sont en bordure de cette mer méditerranéenne, la responsabilité à la fois de défendre nos pays, et pour nous qui sommes sur la rive nord, de défendre l'Union européenne, l'OTAN, la défense collective, mais aussi de pouvoir coopérer et d'être ouvert et d'appeler l'attention des autres armées, des autres États de l'OTAN et de l'Union européenne vers cette notion de l'ailleurs du Sud et de la coopération et des partenariats qu'on doit et qu'on peut avoir avec ces pays du Sud de la Méditerranée ou de l'Est de la Méditerranée. Donc un moment pour s'arrêter, dans un temps dans lequel nous avons de vrais enjeux à pouvoir distinguer ce que seront les défis et les enjeux du futur. Et ces défis et ces enjeux, nous avons à les relever collectivement. Et pour moi qui suis en charge, qui suis un militaire, je n'ai pas la responsabilité de donner la direction, qui sont des domaines politiques, mais j'ai la responsabilité avec les armées alliées, avec les armées de terre alliées, mais aussi dans une notion interarmée, marine, air, etc., de donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre ces politiques. Et c'est donc ces questions d'interopérabilité, de proximité, de capacité à travailler en commun avec ces autres armées. Voilà, et moi je suis également prêt à répondre à vos questions. Bonjour Amiral, bonjour mon général Jean-Marc Tanguy, le marin. Quel regard vous portez sur l'engagement de vos marins en Médor? Et on pourra poser la même question au général Schill, puisqu'il y a également quelques dizaines, centaines de terriens à bord du Tonnerre depuis le début de la crise entre le Hamas et Israël. Et qu'est-ce que vous attendez à devoir faire en plus dans les jours qui viennent? Merci. Alors, comme dans toute crise qui émerge rapidement sur un théâtre,
Ce qui est attendu de la part des armées, c'est réactivité et adaptabilité. Et donc c'est bien dans ces deux axes que l'on a envoyé le Tonnerre, être capable de projeter rapidement une capacité sur place en mesure de s'adapter à l'évolution du conflit et de réagir aux besoins en fonction de l'évolution de la situation derrière. Donc on est dans cette phase de prépositionnement de moyens et d'analyse de la situation au profit de nos autorités politiques. Voilà, cette réactivité, je pense qu'elle a été soulignée, puisque en fait, ce PHA et la force qui était à bord étaient en train de participer à un exercice et se sont réorientés vers un déploiement opérationnel. Et je pense que c'est une forme de démonstration de réactivité et de réactivité collective, et du fait que sur ces espaces maritimes et en Médor, la question de l'interopérabilité, c'est-à-dire de pouvoir combiner les différents effets et les différents moyens, est primordiale. Quand vous posez cette question sur nos forces en Médor, moi je pense aussi à nos forces qui sont aujourd'hui au Liban, parce que la situation au sud du Liban est extrêmement tendue, et donc nous avons là un contingent de près de 1000 hommes qui participent à cette force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, qui est une force en principe de maintien de la paix, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un accord entre deux belligérants puisse être respecté. Maintenant, si les deux belligérants sont plutôt dans une forme d'affrontement, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a des tensions extrêmement élevées jusqu'à des échanges de tirs quotidiens, c'est clair, eh bien ça met cette force intérimaire, cette force de maintien de la paix dans une situation difficile. Et moi je salue la façon dont nos soldats aujourd'hui continuent à remplir leur mission en utilisant tous les intervalles des possibilités pour faire autant que possible éviter l'embrasement dans cette région qui serait une bascule et une étape encore supplémentaire vers l'inconnu dans cette région du monde. Alors, sauf erreur, il n'est pas parti. Le Dixmude a été mis avec des moyens en alerte et il répondra à la question qui lui sera posée quand on lui posera. Bonjour, Nicolas Kyoko, Heure Matin. J'ai une question pour vous, amiral. Désolé, mon général. J'en ai même deux. On a beaucoup parlé donc, des porte-hélicoptères amphibies au cours de ces dernières semaines. J'aimerais en savoir un peu plus sur les frégates, les deux qui sont présentes sur place, donc le Surcouf et l'Alsace. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur rôle et leur mission ? Et enfin, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le format des frégates va rester à 2 ou est-ce que le dispositif va évoluer ? Alors, je ne vous répondrai pas sur l'évolution du dispositif. D'abord, ça ne relève pas directement de ma responsabilité, mais celle du chef d'état-major des armées. Enfin, sur la présence de frégates, oui, il y a une frégate en Méditerranée orientale. En fait, comme depuis je ne sais plus combien d'années, en fait, en réalité, nous assurons une quasi-permanence de moyens prépositionnés dans cette zone qui a justement pour vocation à éclairer nos autorités militaires et politiques sur l'évolution de la situation. Cette frégate, elle fait évidemment de l'observation, elle travaille avec l'ensemble des alliés qui sont dans la zone et permet de dresser une situation tactico-stratégique sur place qui permet de voir où on veut aller, quels sont les alliés avec qui on peut travailler et de s'exercer avec l'ensemble des pays partenaires qui sont dans la région de façon à anticiper l'ensemble des sujets que l'on pourrait avoir à traiter. Donc nous sommes actuellement et nous allons rester effectivement déployés dans cette région. Et vous comprendrez assez facilement qu'il est plus qu'essentiel en ce moment d'avoir à la fois une capacité d'appréciation et surtout une capacité aussi autonome d'appréciation au profit de nos autorités de façon à éclairer au mieux les décisions qui peuvent être prises. J'ai une autre question, je me permets. C'est sur le Charles de Gaulle, il est sorti récemment donc du bassin. Est-ce qu'on a une date approximative pour son retour en mer ? En gros, est-ce qu'il est prêt à repartir en mission ? Alors là, donc le Charles de Gaulle est dans une période d'arrêt technique
en ce moment. Donc il est effectivement sorti du bassin, il était encore dans la rade tout à l'heure, mais il n'a pas terminé son arrêt technique. Donc son arrêt technique va se prolonger jusqu'au début janvier normalement, voilà, avec une période après de remontée en puissance. Shaoki Triei pour la revue militaire suisse, une question simple. Le bâtiment Tonnerre qui est au large de Gaza, il est là pour les activités humanitaires. Comment ça se passe avec les autorités militaires israéliennes pour ces opérations ? Alors là, je ne vais pas vous répondre en fait, en réalité. Oui, le Tonnerre est engagé au large des côtes de Méditerranée orientale, mais je ne vous donnerai pas les relations que l'on entretient avec un allié, avec un partenaire, avec quel qu'il soit, que ce soit Israël, que ce soit l'Égypte, que ce soit Chypre, le Liban, etc., et sur la manière dont on déroule les opérations aujourd'hui. Oui, bonjour, amiral, bonjour général, Nicolas Gros-Véred, B2. J'aurais des questions un peu sur le déploiement en Méditerranée orientale. Je voulais savoir, amiral, comment se passait la coordination avec les autres pays alliés ou européens, puisque je pense qu'il y a quelques autres bateaux qui vadrouillent dans le coin et pas uniquement les Américains. Donc il y a les Britanniques, les Néerlandais qui en envoient, les Allemands qui ne doivent pas être très loin. Donc je voulais savoir à quelle mission aussi on se préparait, parce qu'on a compris que c'était toute mission, mais est-ce qu'on a parlé de corridors maritimes, on a parlé d'évacuation possible, est-ce que ça fait partie des missions, est-ce qu'il y a d'autres missions? Et en petit point, est-ce que vous avez, quels sont les rapports avec la Turquie? Parce que je sais qu'il y a encore eu un refus turc d'une inspection lors d'un contrôle de l'opération maritime européenne sur l'embargo vers la Libye. Je pense qu'il y a un navire français qui est encore dans cette opération. Donc je voulais savoir si les rapports, les relations avec la Turquie, c'était comment se déconflictuaient les relations avec la Turquie. Et pour le général, si j'avais une petite question, est-ce qu'on prévoit, le cas échéant, pas automatiquement l'évacuation, mais le renforcement de la FINUL peut-être, ou des forces je dirais, terrestres au Liban? Merci beaucoup. Oui, alors sans me défausser, je vais répondre à votre question. Je suis présent, mais je pense que c'est pareil pour le chef d'état-major de la marine, dans nos responsabilités organiques, c'est-à-dire pour moi de recruter, former, équiper, préparer, certifier les forces et ensuite les donner au chef d'état-major des armées qui les emploie. Donc, sur les questions d'emploi, c'est pas évidemment que j'ai un certain nombre de réponses et je connais un certain nombre d'éléments, mais c'est pas ma responsabilité de les donner. Voilà. Maintenant, sur la question du renforcement de la FINUL, je réponds quand même sur 2 points. Le renforcement de la FINUL, ça dépend de décisions de l'ONU et de New York et de mécanismes qui seraient déclenchés par l'ONU. Aujourd'hui, il n'y a pas de demande et de travaux dans ce sens. Deuxièmement, il n'empêche que, et là c'est plutôt dans ma responsabilité, comme nous avons des forces qui sont en alerte pour tout besoin, et en France ça s'appelle le Guépard de manière publique, c'est ce qu'on appelle l'échelon national d'urgence. On a en permanence des forces qui sont prêtes à être déployées, quelle que soit la mission. Alors concernant les questions que vous m'avez posées sur d'abord la coordination avec les alliés, donc en Méditerranée de manière générale, en Méditerranée orientale aujourd'hui particulièrement, on se coordonne toujours entre alliés, notamment entre alliés de l'OTAN, où on échange l'information, soit directement entre les bateaux parce qu'on veut s'échanger une information ou une autre, soit via l'OTAN, donc via les task forces otaniennes qui existent en Méditerranée, ou via Marcom, qui est l'organisme maritime qui gère l'information maritime au profit de l'OTAN. Donc cette coopération et cette coordination, elle existe, et elle existe toujours. Maintenant, les bateaux ne sont pas tous sous l'égide de l'OTAN dans cette zone-là. Chacun peut être présent dans un esprit national, avec des missions nationales, mais en revanche, la coordination existe toujours, ne serait-ce que pour éviter
que 2 bateaux se rendent dedans, entre guillemets, ou ce qu'on appelle de la déconfliction dans les zones de patrouille et dans les zones de travail de nos hélicoptères notamment. Donc oui, il y a une coordination qui fonctionne très bien sur zone. Après, pour la Turquie est un de nos alliés de l'OTAN, évidemment. Et pour ce qui concerne l'opération Irini, aujourd'hui, nous suivons les procédures élaborées par l'Europe pour l'investigation et la surveillance des navires en trafic dans cette zone-là. Et jusque-là, on suit complètement les procédures. Alors en fait, c'est même les fonctions des bateaux de manière générale, mais des forces armées en général, en réalité. Quand on est déployé comme ça en réactivité maximale, c'est-à-dire au claquement de doigts, vous appariez, comme l'a dit le général Schill, on était en exercice, on se reconfigure et on part dans la foulée. En fait, on part avec un panel de possibilités ou de possibles qui est assez large. Et entre le moment d'ailleurs où le tonnerre a appareillé et aujourd'hui, en fait, la situation a pas mal évolué en réalité. Et donc, l'idée même de comment on peut employer le bateau évolue effectivement. Alors, je n'ai pas encore entendu le président de la République en sortie de conférence de presse de la journée d'aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont donc les annonces qui pourraient sortir derrière. Et encore une fois, on s'adaptera. S'il s'agit de créer un corridor maritime, s'il s'agit de faire autre chose, etc., on proposera des options et des solutions pour travailler dans ce sens-là en fonction des orientations que nous donnera le président de la République sur ce qu'il souhaite que la France engage et avec quels partenaires il souhaite que l'on travaille. On s'adaptera. Bonjour, Carlo Durand pour la revue Demos. J'avais une question pour vous, amiral. On l'a vu, l'armée de terre française a livré des canons César et des véhicules AMX-10. Est-ce que la marine nationale a un rôle à jouer dans la guerre en Ukraine? Si oui, lequel? D'accord. Alors, nous ne sommes pas engagés en Ukraine. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième, c'est dans le soutien à l'Ukraine. Il y a effectivement un certain nombre de choses qui peuvent nous être demandées derrière, en termes de formation et en termes d'un certain nombre de choses que nous menons de fait aujourd'hui. Voilà, mais on ne livre pas de canon César, parce qu'en fait, j'ai pas de canon César. Ça ne vous a pas échappé. Mais voilà. Mais dans le domaine de la formation maritime, oui, on fait quelques petites formations au profit des Ukrainiens. Une toute dernière question, s'il y en a une. Ah, lesquelles Formation à la conduite d'embarcation, notamment. Bien. Mesdames et messieurs, mon général amiral, je crois que le temps est épuisé. Une dernière question. Vous leviez à moitié la main, non ? Allez, une dernière question avec nos étudiantes. Bonsoir, moi c'est Sanam Fatéali, je suis bénévole FMES, étudiante en Master 1 à l'ILERI et également membre du comité Moyen-Orient des jeunes IHEDN. Et effectivement, en préparant des questions cet après-midi, on en avait une plus précise sur effectivement les réserves au regard des objectifs qui ont été formulés dans la loi de programmation militaire qui a été votée cet été par rapport à l'augmentation effectivement des effectifs des réserves opérationnelles. La question, c'est quels sont les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et l'une des autres questions qu'on se posait, c'est est-ce que le ministère des Armées pourrait collaborer notamment avec le ministère de l'Éducation nationale afin d'envisager le SNU justement comme l'un des leviers pour sensibiliser un peu plus la jeunesse, tout ce qui est enjeu de défense et tous les enjeux qui en découlent. Alors, première partie de votre question et première réponse, c'est ce projet qui est dans la loi de programmation militaire de
transformation et d'augmentation très importante des réserves. Pour le quantifier, pour le symboliser, pour l'exprimer, on a choisi un chiffre. On a dit doublement, ou on a dit à la fin, un peu plus loin que la fin de la loi de prévention militaire, un réserviste pour 2 actives. Mais ça, c'est un peu un slogan, c'est purement quantitatif. Mais en fait, derrière, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un changement complet de paradigme sur la réserve qui est à conduire, qui sera conduit au cours de la loi de prévention militaire. Un doublement de la réserve pour l'armée de terre, ça signifie passer de 24 000 réservistes à 48 000. Ce n'est pas seulement un changement homothétique en disant on en engage 2 fois plus, etc. Ça doit être, et ce sera, un changement beaucoup plus profond d'organisation de cette réserve et d'emploi de cette réserve. Ce changement, on est en train de finir de le construire et on va commencer à le mettre en œuvre dès l'année prochaine, avec par exemple pour l'armée de terre, toujours, mais c'est juste une fenêtre ouverte, une augmentation l'an prochain de 2000, c'est-à-dire par rapport aux 24 000 qu'il y a à faire sur les 6 prochaines années. C'est un début je dirais, progressif en volume, mais c'est d'emblée, on va faire effort par exemple sur les premières années et dès le début sur les questions de complément individuel de réserve, c'est-à-dire comment on peut, encore plus qu'on le faisait au préalable, employer des réservistes pour occuper des vrais postes au sein de nos forces. Et par exemple, le commandant de la force, des forces terrestres, qui est à Lille, a donné l'ordre à tous les états-majors de la force terrestre, du niveau corps d'armée, division, brigade, etc., en 2 ans, d'engager un réserviste pour un actif, de façon à doubler leurs effectifs, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un système qui fait que les états-majors, ces postes de commandement, ils ont un certain volume de force, enfin de personnel, par exemple 250 pour une division dans le quotidien, mais quand ils sont déployés en opération ou pour des exercices, ils ont besoin quasiment de 500 personnes. Et on a toujours, pour l'instant, on disait qu'on marquait à l'oreille un certain nombre d'officiers qui avaient, par exemple, à l'état-major de l'armée de terre, en leur disant le jour où il y a un entraînement, où il y aura un engagement ou une guerre, vous irez rejoindre l'état-major de la division. Mais en fait, quand il y avait l'entraînement, l'officier de l'état-major de l'armée de terre, il n'a jamais le temps de rejoindre. Bon, donc, on va vraiment compter là-dessus. C'est un exemple. On va créer aussi un bataillon l'an prochain, un réservoir de réservistes pour renseignement, etc. Derrière, on va développer une réserve territoriale, c'est-à-dire pour dire, voilà, créons des bataillons, des unités qui auront pour mission clairement de contribuer à la réaction à des catastrophes naturelles, à la protection des populations, le cas échéant à la défense et à la protection, si jamais il y avait des menaces de subversion, cyber, etc., dans un territoire qui est déjà connu et qui est le territoire dans lequel ils vivent et ils s'entraînent. Et puis, on va aussi développer et continuer à développer une réserve qui aura pour mission de faire la même mission que les forces opérationnelles, mais peut-être dans des segments dans lesquels on n'a pas besoin d'avoir en permanence ces unités sur le pont. Par exemple, dans la logistique, pour des camions, etc., peut-être qu'on peut, et on aura des unités qui arriveront un peu plus tard, parce qu'elles sont composées de réservistes, mais qu'on n'a pas besoin d'activité de tempête. Bon, peut-être un peu long pour vous dire, le doublement, c'était un slogan pour montrer l'ampleur, mais que derrière, ce n'est pas seulement une affaire de nombre, c'est une affaire de transformation en profondeur de ça. Le SNU, et plus exactement, votre question a commencé par la coopération avec le ministère de l'Éducation nationale, aller vers la jeunesse pour contribuer à cultiver ce qu'on appelle l'esprit de défense, c'est-à-dire le fait que les jeunes de notre pays soient conscients des risques et des menaces qui existent, de la richesse collective que nous avons, du fait que ceci est un bien et de notre mode de vie, etc., précieux à défendre, et que cette défense, elle est certes militaire, mais elle peut représenter d'autres aspects, et que cette démarche-là collective, elle est indispensable. C'est une mission de l'éducation nationale, c'est une mission à laquelle les armées doivent prendre part. Alors aujourd'hui, elles y prennent part principalement par les journées défense citoyen et par la façon dont ces journées-là seront
augmenter, enfin intégrer, voire augmenter dans le cadre du service national universel. Mais il est clair qu'en fonction des décisions qui vont être prises sur la suite du service national universel, offrir des opportunités pour ces jeunes qui seront passés, qui seront dans le processus SNU, d'avoir une expérience dans les armées, c'est quelque chose que nous accompagnerons et qui, d'ailleurs, pour une partie d'entre eux, rejoindra votre première question, c'est-à-dire on espère que ça pourra être la première marche vers un engagement dans les armées pour ceux qui le veulent, ou pour un engagement à temps partiel dans les armées, c'est-à-dire de réserve. Alors pour ce qui concerne la réserve dans la marine, on suit notre grand frère, l'armée de terre, puisque là, il y a une bonne expérience à côté. Mais effectivement, il y a une vraie révolution dans la manière d'appréhender la réserve, également dans la marine, pour donner une espèce de caricature. Nos réservistes étaient essentiellement des anciens marins que l'on gardait après leur temps de service et que l'on utilisait dans leurs compétences un petit peu plus longtemps, pendant encore quelques années, 5-10 ans derrière. On va transformer ça, on va conserver ce modèle-là qui est intéressant parce que ça nous permet de préserver un certain nombre de compétences, mais en revanche, on va aller chercher des spécialistes beaucoup plus jeunes dans des domaines où on n'a pas forcément l'expérience ou la compétence pour venir les injecter au bon endroit pour nous, et notamment on va utiliser ça dans des unités de réservistes opérationnels spécialisées pour la formation, où on va aller soit dans les universités, soit dans les industries, pour aller chercher la compétence, les regrouper et du coup en faire des formateurs chez nous, qui nous permettront d'avoir le bon niveau de formation au bon moment, plutôt que de reposer finalement sur des anciens qui avaient vécu la marine il y a 10 ans et qui n'avaient plus forcément cette expérience. Donc on va créer des unités de réservistes opérationnels, à la fois spécialisées, donc une dans le domaine de la formation, il y en aura dans le cyber, il y en aura dans un certain nombre d'autres domaines, et des unités de réservistes opérationnels territoriales ou qui seront rattachées à une autorité qui permettront de venir renforcer ces autorités autant que de besoin en fonction de l'évolution des opérations. Donc c'est effectivement une vraie transformation, un énorme effort derrière, avec une restructuration complète de ça. Donc on va créer un état-major des unités de réservistes opérationnels pour la marine, avec à sa tête d'ailleurs un réserviste qui viendra travailler l'ensemble de la copie pour la marine. Donc c'est quelque chose qui a déjà commencé en fait cette année et qui va s'accélérer en 2024. Mon général, l'amiral, nous avons largement dépassé le temps imparti, ce qui prouve tout l'intérêt de l'auditoire. Au nom de la FMES, mon général, amiral, je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette demi-heure partagée avec nous, pour vos analyses et pour vos réponses très développées à nos questions. Le point de presse est terminé.